voir des livres qui viennent de cette ville ou des choses comme ça. Mais qu'on le veuille ou non, à l'époque, les gens de l'époque qui ont vécu cela, mais pour eux, c'était... Exact. Hein? Et je crois que c'est là où cette aliénation dont vous parlez aussi commence, parce que les gens qui viennent... Bienvenue sur Contact Pro Live. Merci de nous avoir encore rejoints. C'est Germain Kaindo ici. Nous avons commencé la semaine passée à parler de notre pays, un peu d'histoire avec Papa Luboya. Il revient dans cette deuxième partie où il nous parlera de la démocratie, il nous parlera de la décentralisation, il nous parlera aussi de certains faits qui se sont déroulés juste avant l'indépendance lorsque nos politiciens sont partis en Belgique. Il nous parlera de beaucoup d'histoires qui, je pense, augmentera notre connaissance de notre pays et peut-être des origines de nos malheurs. Merci de nous rejoindre et on se retrouve après l'émission. Cette visite du Premier ministre et surtout sa réaction m'a fait un peu... a fait remonter ma côte au niveau de la Générale de Belgique, le secteur agro-pastoral et industriel. C'est à ce moment-là qu'ils vont me confirmer comme secrétaire général du groupe, en me demandant de concevoir une structure de gestion qui va regrouper toutes les sociétés filiales de la Générale de Belgique dans le secteur agro-pastoral et industriel. Voilà comment je me suis retrouvé comme secrétaire général à un groupe agro-pastoral qui réunissait au moins 16 à 18 sociétés de la Générale de Belgique au Congo. Voilà. Ok. La famille? Bon, je suis marié, bon, j'ai 15 enfants. Okay. Mon épouse est décédée il y a en 2011, ici en Afrique du Sud. Pour le moment, je suis... Vous la coulez douce, hein? Vous la coulez douce. Vous êtes en retraite, vous êtes... mais vous observez maintenant le Congo, à distance. Mais j'ai toujours pensé à mon pays en ce sens que je ne cesse de faire des réflexions, de faire des recherches aussi. Okay. Et surtout de partager avec ceux qui veulent partager avec moi. Oui. Ok, maintenant nous arrivons à cette partie où vous pouvez nous parler un peu de l'organisation politique du pays quand vous aviez commencé à travailler. Quel était l'engouement politique du peuple congolais lui-même? Comment vous aviez vu comme observateur extérieur, quoi? Et quand vous regardez un peu comme un film, vous regardez comment ça se passait. Vous me parliez que vous alliez aux plantations avant l'indépendance. Comment se faisait la vie normale? Et à ce moment-là, votre papa, pouvez-vous nous parler un peu de l'ambiance, de comment vous voyez le pays à ce moment-là? Et le pays était formidable avant l'indépendance, même avant l'arrivée des Blancs. Quand j'analyse l'histoire de la République démocratique du Congo, quand j'analyse les communautés traditionnelles qui constituaient à l'époque la République démocratique du Congo, et puis quand j'analyse aussi les réactions des étrangers qui sont arrivés le premier dans ce pays et qui reconnaissent en disant que nous avons trouvé un peuple très civilisé, un peuple très mûr. Et ces propos recadrent avec l'organisation socio-économique, culturelle et administrative
de ces communautés. Je citerai en passant, par exemple, quand je considère le royaume Congo, tel qu'il a fonctionné. Quand je considère, par exemple, le royaume Cuba, tel qu'il a fonctionné. Je considère ce que nous appelons chez nous l'Empire Luba, tel qu'il a fonctionné, l'Empire Lunda, ou bien le royaume de Bayeke. Je considère, par exemple, les Mandés, les Azandés, les Bangbantu, tout ça du côté de nord-est du pays. Mais vous savez que tous ces coins se communiquaient. Et il y avait des échanges à la fois culturels, économiques, entre toutes ces populations. On ne connaissait pas la discrimination, on ne connaissait pas le tribalisme. Les gens traversaient d'un village à l'autre sans se préoccuper de la sécurité ou quoi. Ils savaient qu'ils étaient en sécurité. En sécurité parce que dès qu'ils atterrissaient dans un village, nous appelons village à l'époque parce que c'était des villes, autrement dit. Mais ils étaient les bienvenus, bien accueillis, on leur donnait le logement, on leur donnait à manger avant qu'ils passent et tout cela. Et cela a fait objet d'une stabilité qui a été reconnue et qui a permis un certain développement à la fois sur le plan, sur presque tous les plans. Mais aujourd'hui, l'erreur que nous avons sautée, on nous a dit que nos sociétés traditionnelles étaient des sociétés de féticheurs, des sociétés de sorciers. C'est faux. Parce que ce sont les sociétés qui vivaient Dieu, mais ils ne pensaient pas Dieu. Aujourd'hui, nos sociétés pensent Dieu, mais eux, ils vivaient Dieu. La question que je voulais savoir aussi, c'est celui des rapports entre justement cette société traditionnelle et l'État qui s'imposait, donc la formation de l'État, l'État du Congo. Donc nous arrivons vers 55, vous allez aux plantations, il y a cet espoir d'indépendance. Comment ça s'est passé entre le pouvoir traditionnel dont vous venez de parler, des cultures traditionnelles des empires Luba et le blanc, l'État qui était en gestation à ce moment-là? Là, il y a une rupture voulue par la colonisation. Et c'est pourquoi souvent je parle de l'historicité de l'évolution historique. Quelle a été la rupture? Rappelez-vous, à l'école, à l'époque, d'abord il y a eu un système de violence. Tu vois, un système de violence qui a consisté à nous détacher de nos valeurs traditionnelles. Quand le christianisme, que j'appelle le christianisme occidental, est arrivé, nous avons été détachés de nos valeurs ancestrales. On nous a fait comprendre que rester avec vos villages, vous vivez avec le diable. C'est ce qui était faux. Oui, ce qui était faux. Et quand vous venez dans les centres extra-coutumiers, ou quand vous vivez dans les centres créés par les confessions religieuses, vous vivez avec Dieu. Ce qui est faux. Tous les peuples du monde respectent leurs ancêtres. Nous, on nous a dit de ne pas... On nous a détachés de nos ancêtres. Donc, à ce moment-là, si je peux comprendre, le chef coutumier était diabolisé. Et puis, donc, le pouvoir belge fonctionnait tout simplement avec... C'était la chefferie. Qui était à la gestion de la chefferie? Mais non, ce sont les Blancs. C'est-à-dire qu'il y a eu les administrateurs coloniaux qui ont été implantés dans l'arrière-pays. Et en imposant cette vision de nous détacher de nos valeurs traditionnelles, il y a eu le rejet de toute la réglementation, de toutes les lois traditionnelles qui régissaient la paix à l'époque. Alors on nous a imposé une nouvelle façon de voir les choses, mais une nouvelle façon de voir et de vivre qui nous mettait en opposition
avec ceux qui étaient restés au village. Alors, ce qui fait que ceux qui étaient dans les centres coutumiers se présentaient comme des gens évolués. Et ils n'avaient rien à voir avec les gens du village. C'est ainsi que nous avons minimisé nos notables, nous avons minimisé nos prophètes, nous avons minimisé nos chefs coutumiers. Alors quelqu'un qui venait du village, on le traitait d'un villageois. Ça devenait une expression de dénigrement. Exactement. Mais je me rappelle moi-même aussi quand je suis rentré pour la première fois voir en quête de mon identité. Je fais le voyage, j'ai quitté Kinshasa, Bukavu, jusque dans mon village à Kikyo. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a présenté la maison du chef de la chefferie. Et alors, ce que je n'ai pas compris et que je continue à... C'est pour cela que même je voulais poser la question, c'est de savoir le chef qui était chef de la chefferie, qu'on appelle chef. Parce que moi j'ai vu, on m'a montré une maison, une voiture que le Belge avait donnée. Donc les naissances, on venait enregistrer les naissances là-bas. Et puis on me dira que non, il y a un chef coutumier qui est de l'autre côté. Alors je me demande maintenant, vous qui étiez à cette époque-là, quel est le rapport qui était de l'État congolais qui donnait le chef les moyens, il recevait les gens, il recevait les gens qui venaient de la Belgique, il donnait même... Je crois que mon père m'avait aussi dit que ce sont eux qui lui ont recommandé pour aller faire les études de la médecine en Belgique. Parce que la recommandation venait justement du chef. Alors, pouvez-vous nous situer un peu quel est le rapport que vous-même vous aviez vécu à cette époque-là entre le chef et l'organisation même de l'État congolais à ce moment-là? En bref, je dirais simplement ceci, que l'organisation qui était mise en place était au profit de l'étranger. Et avait pour objectif de complètement faire aliéner le natif, de manière à ce qu'il ne se réveille pas et qu'un jour il puisse réclamer le potentiel de richesse de son espace. Exactement. Donc la philosophie a été de nous abrutir, de nous aliéner et de faire tout pour l'intérêt du blanc. Et c'est ce qui s'est passé parce que si nous prenons cela sur le plan économique, nous avons eu la Belgique comme colonie. Et c'est là depuis 1884 jusqu'en 1960. Quel est le développement que la Belgique a laissé dans notre pays en rapport avec les potentialités de richesse de notre pays? Quel est ce développement? En 60. Du point de vue universitaire, on était combien? Il n'y en avait presque pas. 2. Quand on a pris les premiers politiciens, les braves congolais qui sont partis à Bruxelles, ils étaient de quelle formation? Ceci par rapport aux colonies anglo-saxons. Parce qu'à ce moment-là, je prenais les gens comme les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Jomo Kenyatta, les Julius Nyerere. C'était des gens qui étaient déjà dans de grandes études. Alors que chez nous, il n'y avait rien. Dans les colonies anglo-saxonnes, je prendrais aussi le fait que les notables des villages étaient déjà intellectuels. Étaient déjà intellectuels parce qu'ils ont bénéficié de formations appropriées. Même les chefs coutumiers. Alors que chez nous, cela n'a pas été le cas. Alors vous allez me dire que... Donc je crois alors, c'est là où on peut situer le problème de... Lorsqu'on divise maintenant la République démocratique du Congo, on fait des régions. Donc il y avait quand même une carence. Une carence
des administratifs Oui. qui étaient capables de justement... Mais non, mais aujourd'hui, prenez un clerc de bureau, ce qu'on appelait à l'époque des clercs de bureau, à la fonction publique. Est-ce que toi, tu peux